Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour a su devenir la fidèle confidente de celle qu'elle admirait tant et qu'elle a servie pendant 19 ans. Amoureuse de Monaco, elle a su créer un cocon pour les étrangers venus s'établir en principauté, protéger les jeunes d'Internet et de ses dangers, et apporter du réconfort et des amis à quatre pattes aux personnes âgées. Bonjour Louisette Lévy-Soussan. Bonjour. Alors j'ai dit, vous êtes devenue fidèle confidente de celle que vous admiriez. Évidemment, je parlais de la princesse Grace, aux côtés de qui vous êtes restée donc presque 20 ans. Hein. C'est vrai. Et ça s'est passé comment ? C'est un hasard ? Vous l'avez rencontrée ? Comment ça s'est passé ? Je travaillais déjà au palais, puisque j'avais été secrétaire du chef de cabinet de l'époque, Raoul Pez. Après, quand il est parti, j'avais été secrétaire au cabinet. Ensuite, après, du conseiller américain Martin Dale. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et puis, après, du colonel Ardant. Et c'est lorsque j'étais avec le colonel Ardant que j'ai été amenée à faire le secrétariat de la princesse Grace. Un petit peu, ça je l'ai déjà dit, je pense, d'autres fois, mais c'était assez inattendu parce que un jour, le colonel m'appelle et me dit, dans 3 jours, il va falloir que vous alliez remplacer la secrétaire de la princesse Grace. Donc, pendant 3 jours, vous allez représenter, parce qu'elle s'en va dans 3 jours. C'était une Canadienne, Janine Ouimet, et sa famille la réclame au Canada, et donc donc avant que la princesse ne trouve quelqu'un, parce que c'est un petit peu un départ précipité, vous allez assurer l'intérim. Voilà. Alors moi j'étais assez impressionné, je dois dire, parce que la princesse Grace, j'étais au palais, mais si vous voulez, je ne la voyais pas, j'étais pas en contact directement avec elle. Et à l'époque, les relations n'étaient pas aussi faciles que maintenant, si vous voulez. Il y avait un protocole, c'était très différent. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis montée, parce que j'étais à l'étage au-dessous, je suis montée. Ah oui, c'est ça. Au-dessus, oui. Littéralement, vous êtes montée. Je suis montée d'un étage. Oui, c'est ça. Vous êtes montée d'un étage. Exact. Et donc, au bout d'un mois où j'assurais le secrétariat de la princesse et celui du colonel Ardant en même temps, je dis au colonel, vous savez, je commence à fatiguer un peu. Est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un ? Est-ce que la princesse a trouvé quelqu'un ? Et il me dit, écoutez, non. Elle veut vous garder, donc c'est moi qui vais trouver quelqu'un. Donc voilà, j'étais très contente d'ailleurs parce que j'avais pu apprécier la princesse et le fait d'être avec elle, c'était quelque chose de merveilleux. Quoi. Et puis c'était une époque où on travaillait très peu comme ça pour une femme, parce qu'il y avait très peu de femmes en responsabilité, donc ça devait être quelque chose quand même. Mais c'était quelque chose, surtout je n'aurais jamais cru, si vous voulez, je ne me destinais pas au secrétariat. Je pensais, d'abord je pensais me marier, avoir 10 enfants et vivre à la campagne. Bon, ça ne s'est pas fait. Là, pour Monaco, c'est un peu compliqué. Hein. Vivre à la campagne, c'est un peu compliqué. Mais enfin, c'était comme ça dans mes rêves. Et puis donc, j'ai fait des études de pensionnat au lycée. Et ensuite, j'aurais voulu... je suis partie 1 an en Angleterre, donc... oui, c'est ça, parce que vous pouvez prendre le service de la princesse parce que vous parlez anglais. J'étais la seule secrétaire du palais qui parlait anglais. Et donc, j'étais partie à l'école en Angleterre. Je suis restée 1 an. Ensuite, en Suède, où j'étais... Oui, en Suède, où j'étais partie apprendre le français à deux jumeaux dans un château. Il devait faire froid. Écoutez, c'était en 55, je crois, 56, je sais plus. L'année où il a fait moins 50. Oh, mon Dieu. On ne pouvait pas sortir, le nez tombait. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Parce que vous avez grandi à Monaco. J'ai grandi à Monaco. Vos parents travaillaient déjà au palais. Mes parents travaillaient au palais, et donc je suis allée en classe au pensionnat. Le pensionnat, c'est les Dames de Saint-Maur. Pour ceux qui nous écoutent, c'est les Dames de Saint-Maur. Voilà, c'est la même appellation. Et donc, je suis restée là jusqu'au bac. Et puis au bac, je dois faire un petit aveu, c'est que j'en avais un petit peu marre de ne voir que des filles. Et je voulais faire des garçons. Et alors, j'avais choisi l'excuse, comme il y avait à l'époque sciences, sexe, maths, LM et philosophie. J'avais dit que je voulais faire sciences sexe, alors qu'en réalité, je n'étais pas vraiment une scientifique. Mais enfin bon, j'ai dit, je ferai un effort de plus.
Voilà. Et Donc voilà. je suis passée chez l'ennemi en face. Et voilà. Puis ça, Et puis de fil en aiguille, vous vous retrouvez au palais aussi. Oui, parce que comme donc mes parents ne pouvaient pas me payer ses études en Suisse. Interprétariat, oui. Voilà, ils m'ont dit, il faut que tu travailles. Donc j'avais fait un cours de secrétariat assez rapide. Et je me retrouve au palais. Donc, mais avant de me retourner au palais, j'avais été secrétaire de... Attendez, oui, j'avais été secrétaire, avant le colonel Ardan, j'avais été secrétaire de M. Rupert Allen, qui était comment dirais-je, attaché de presse de la princesse Grace, et qui avait créé comme ça un centre de presse pour attendre la naissance de la princesse Caroline. Ce centre de presse était au tourisme. Ah oui. Et donc, où d'ailleurs il a logé pendant longtemps. Le centre de presse du gouvernement, pas celui du palais, mais le centre de presse du gouvernement voilà. A longtemps logé au rez-de-jardin de la direction du tourisme. C'est où j'étais, donc j'avais un bureau là. Et je dois dire que pendant un mois, donc j'avais commencé le 1er janvier, je n'avais pas eu grand-chose à faire, puisque, si vous voulez, les journalistes faisaient passer tant de temps pour demander s'il y avait des nouvelles, mais c'est pas comme maintenant où on avait des nouvelles toutes les 5 minutes. Là, à l'époque, c'était beaucoup plus étalé dans le temps. Donc, après cela, donc la princesse Caroline est née. Je suis retournée faire mes études fantaisistes un petit peu à l'hôpital. Bon, mais et puis donc après Et vous avez intégré le palais. Et puis alors quand on parle du colonel Ardan, qui était donc le père de Fanny Ardant. Le père de Fanny Ardant et le chambellan du prince. Oui. Donc le chambellan. Il était gouverneur. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est protocolairement autour du prince. Donc y compris ses rendez-vous, ses contacts, les manifestations auxquelles il participe, la façon dont il arrive, dont il part, voilà. Donc j'imagine que être à l'école du colonel Ardan, c'était quelque chose. Mais oui, c'était quelque chose. Parce que vous parliez du protocole de cette époque-là. Oui. Le colonel Ardan, c'était quand même le dépositaire d'une certaine image du protocole. C'est vrai. Il y avait aussi, avant lui, le comte d'Hélière. Ah oui. Pour lequel je n'avais pas travaillé, mais qui représentait aussi le protocole. Mais le colonel Ardan était un ancien cadre de Saumur et qui était très strict et très sévère. C'est très rigide. Oui, ouais. Rigide, mais très, très, très sympathique, très ouvert. C'était vraiment quelqu'un de très sympa. Ah ouais. Et alors, quand vous arrivez au service de la princesse, est-ce que vous vous sentez prête? Non. Pas du tout. Ma question n'était pas si... Non, pas du tout. J'étais pas prête parce que j'avais fait à part le secrétariat de colonel Dale, de Martin Dale. Mais je n'avais pas... Si vous voulez, je n'étais pas préparée à ce genre de secrétariat particulier qui était tout à fait différent de maintenant, ce que ça doit être. Parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y avait pas les ordinateurs, donc il y avait beaucoup de courriers, qui était un courrier qu'il fallait trier parce qu'il y avait de tout dedans. Il y avait des choses sérieuses, des choses beaucoup moins, des choses farfelues, des dingues aussi qui écrivaient comme ça, on ne sait pas. Et donc ça faisait beaucoup de volume, en fait. Ça faisait beaucoup de volume, c'est exact, oui. Puis il fallait trier, il fallait classer, il fallait répondre. Il fallait savoir ce qu'on allait donner à la princesse pour ne pas l'obliger à lire toutes les choses qui n'avaient aucun intérêt. Ouais, qui vous semblaient sans intérêt. Pour elle, ni pour qui que ce soit d'ailleurs, mais enfin, mais ça passait des demandes de recettes de cuisine, aux choses de beauté, aux demandes d'appartement, à ses idées sur l'amour, sur la famille, sur les enfants, sur Monaco, sur son expérience de star. Enfin, c'était très, très divers. Alors, quand on commence comme ça, alors j'imagine qu'avec le temps passant, en la connaissant mieux, c'était peut-être plus simple. Mais au départ, comment on aborde ce genre de sujet avec une personne qu'on ne connaît pas? Alors, Altesse, j'ai ici un monsieur qui aimerait connaître votre idée sur l'amour. Oui. Ça devait être particulier. D'ailleurs, on avait des lettres qui étaient très drôles, donc on riait ensemble de ces demandes, des fois. Et puis, des fois, elle me disait, répondez ce que vous voulez. Donc, il fallait que je fasse attention à ne pas dire de choses ridicules. Mais on s'imagine pas trop ce que ça représente aujourd'hui, parce que, comme on dit, d'abord le protocole a beaucoup changé, et la façon a beaucoup changé aussi. Donc on s'imagine pas tellement aujourd'hui ce que ça représente, mais est-ce que vous avez tout de suite le sentiment de responsabilité
quand vous... Oui, parce que quand vous signez des lettres au nom de la princesse ou des choses comme ça, c'est quand même... vous dites, est-ce que je n'ai pas dit de bêtises, est-ce que j'ai bien rédigé ça, est-ce que... Bon, après, ça devient une habitude, c'est un... Oui, là, on parle du début. Mais le début, c'était... J'essaye d'imaginer comment Louisette se trouve quand elle démarre. Elle se trouvait pas très bien. J'étais un peu angoissée, mais puis après je me disais bon, on fait ce qu'on peut, et je savais que je mettrais toute mon énergie là-dedans, donc elle était bienveillante. Très bienveillante, très bienveillante. Elle était, si vous voulez, souvent les gens me disaient ben elle est froide. Je dis mais écoutez, arrêtez de dire ça. La princesse Grace, c'est sûr, n'est pas une méditerranéenne. Vous ne pouvez pas avoir une habitante de Naples et la princesse Grace, ce sera tout à fait différent. Elle a des réactions qui sont des réactions, comment dirais-je, nord-américaine. Nord-américaine, c'est quelqu'un qui n'a pas nos façons de faire. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce que on n'est pas en train de rire toute la journée. Elle n'était pas exubérante en fait. Exubérante, voilà. Mais elle avait un grand sens de l'humour. Elle adorait les comment s'appellent ces petits poèmes un petit peu coquins des fois irlandais qui s'appelaient des limerick. Les limerick. Et elle avait un grand sens de l'humour, et ça. J'ai toujours une des choses pour lesquelles, entre autres, je l'appréciais, parce que pour moi, l'humour, ce n'est pas de faire des blagues toute la journée. Elle ne me racontait pas de petites histoires, mais c'était, si vous voulez, d'attraper la moindre occasion pour dire quelque chose d'amusant. Faire un trait d'humour, oui. Voilà, faire un trait d'humour, faire tourner la réalité. Ce que les poètes font en poésie, quelqu'un qui a de l'humour le fait en humour, si vous voulez. Un événement, il est tel qu'il est, mais alors vous avez des gens qui ont de l'humour, donc ils tournent cette chose. Oui. Voilà, la bonne façon. Parce que pour rester 19 ans au service de quelqu'un, c'est qu'on a la sensation qu'on fait quelque chose de bien. Oui, mais j'adorais mon travail, je dois dire. Et c'est vraiment une période de ma vie très importante. Oui. Oh oui, là. Mais même dans ma vie privée, si vous voulez, ça a changé. Oui. C'est la période où sont nés vos fils aussi. C'est la période où sont nés mon premier fils, mes deux à Monaco. Oui. Et puis après, donc, mon deuxième mari est décédé. Donc la princesse m'a emmenée avec elle à Paris en hiver, dans les 5 ans où elle était pour les études de ses filles. Le prince Albert, à ce moment-là, était aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, c'était... C'était encore autre chose. C'était encore autre chose. Et là, vous savez, il est arrivé quelque chose qui... Moi, j'avais perdu donc mon mari. Et j'étais... Je ne savais plus trop où j'en étais. Et un jour, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit que j'étais perturbée, que je n'arrivais plus à... Et je lui ai demandé si elle pouvait me laisser 1 ou 2 mois si vous voulez, pas de congé, mais de recul, en fait. De recul, voilà. Parce que je n'arrivais plus à assumer les choses. Donc mes enfants étaient avec moi à Paris, ils étaient en classe à Gerson. Et heureusement que j'avais ma mère encore qui s'occupait d'eux, parce que sinon j'étais... Oui, parce que c'était compliqué. Hein. C'est compliqué. Et donc, elle m'a dit oui, elle m'a donné ces 2 mois. J'ai dû trouver un job, parce que il fallait bien nourrir les enfants, et moi-même d'ailleurs. Et donc, j'ai pris 2 mois de disponibilité, je suis allée à Londres, et j'ai trouvé l'occasion comment dirais-je, j'étais pendant 2 mois secrétaire en intérim du directeur du Dorchester, l'hôtel Dorchester. Et j'ai vécu dans cet hôtel vraiment pendant 2 mois, pratiquement. Je sortais peu, parce que j'avais peu d'amis à Londres. Donc, ça vous mettait en situation d'être très disponible, ça. Voilà, oui. Et donc, de pouvoir réfléchir à un tas de choses. Et au bout de 2 mois, je lui ai demandé si elle pouvait me reprendre. Et elle m'a dit absolument. Et je suis revenue. Et elle ne vous avait pas remplacé? Non. Elle m'avait remplacé, oui, par monsieur Dieter, qui était le secrétaire du prince, mais juste pendant ces 2 mois, si D'accord. vous voulez. Donc, et j'étais, si vous voulez, j'étais vraiment reconnaissante, parce que sans ça, je ne sais pas où j'aurais abouti. Mais ces 2 mois à Londres, parce que quand vous me dites je lui demande 2 mois de recul, moi je me dis 2 mois pendant lesquels elle va se reposer. En fait non, parce que quand vous allez au Dorchester, vous avez beaucoup travaillé. Et oui, il fallait que je travaille, puisque c'était... Les garçons sont restés à Paris? Les garçons sont restés à Paris avec ma mère, et moi donc j'étais à Londres, et donc voilà. Et il fallait travailler parce que c'était un congé sans solde, en fait. C'était un congé sans solde. Donc, moi, je ne pouvais pas me permettre ça puisque j'avais mes 2 fils. En plus, ils étaient à l'école à Gerson
Oui, C'était donc il fallait aussi, payer l'école. Il fallait payer l'école. Et voilà. Donc en fait, c'était une façon de prendre un peu de distance. Oui. Mais oui. vous n'avez pas arrêté, en fait. Non. C'est pas que pendant 2 mois, vous vous êtes Non, promené non, dans Hyde non, Park non. en attendant de Non, voir comment j'étais ça... tout près de Hyde Park. J'y allais au moment du déjeuner. Oui, parce que le Dorchester, c'est juste à côté, oui. Ouais. Et donc, mais c'est tout. Mais ça m'a, si vous voulez, ça m'a permis de déconnecter et de un petit peu ce que les gens font, si vous voulez, après un deuil ou quoi, partir en voyage ou faire quelque chose pour que Changer d'air. Changer d'air. Voilà, Changer d'air. exactement. Changer d'air. Et c'est intéressant parce que, en fait, vous me dites que vous avez grandi à Monaco, et là, vous vous retrouvez à décider de partir à Londres. On aurait pu imaginer que vous auriez pensé revenir à Monaco, prendre 2 mois pour... Non, je ne pouvais pas revenir à Monaco, c'était trop dur. C'était trop dur. C'était trop dur, puisque mon mari était décidé à Monaco et tout. Donc, parce que mon mari était, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait une tête extraordinaire. Il était ingénieur conseiller en informatique. Il était un des premiers à savoir se servir d'un ordinateur. C'est lui qui avait d'ailleurs installé l'ordinateur du musée pour le commandant Cousteau. Et c'est avec lui qu'il travaillait quand je l'ai rencontré d'ailleurs. Et il avait... Commandant Cousteau. Oh oui. Quel personnage aussi. Il avait calculé avec un autre ingénieur les soucoupes plongeantes du commandant. Et c'était quelqu'un qui aujourd'hui serait peut-être, je ne dis pas Steve Jobs, mais quelqu'un comme ça, parce qu'il a malheureusement, si vous voulez, bon, il devait partir aux États-Unis pendant 1 an. La princesse à l'époque m'avait dit oui, d'accord, si vous voulez. Donc vous l'auriez accompagné. Je l'aurais accompagné. J'aurais pris un congé aussi pendant 1 an, mais la princesse devait me faire remplacer par Monsieur Ditter, justement. Mais donc, malheureusement, il avait rencontré quelqu'un ici à Monaco qui lui avait dit, mais tu sais, on va faire une société à tous les deux, on va s'installer là, etc. Et malheureusement, ça n'a pas marché parce que les ordinateurs n'étaient pas fiables à l'époque et encore trop importants, si vous voulez, pour installer n'importe où. Oui, bien sûr. Maintenant, vous avez des ordinateurs c'était pas encore les personal computers. C'était beaucoup plus gros. Mais c'était plus gros. On accédait au computer avec des cartes en langage Algol, COBOL ou des choses comme ça. Donc on n'était pas l'ordinateur. Moi, ça m'impressionnait beaucoup. C'était retour vers le futur. Hein. Oui, exactement. Ah oui. Et par contre, mon mari était formidable pour ça, mais c'était un passionné. Ah, c'était un passionné. Il avait un diplôme. Il était docteur en sciences, docteur en lettres, en droit. C'était un être extraordinaire, malheureusement, trop sensible. Trop sensible, oui. Bon, c'est comme ça. C'est aussi la vie avec son lot de rencontres, hein, parce que là, on a parlé du colonel Ardent, on a parlé de la princesse Grace, ce sont quand même on a parlé du papa de vos fils. Et on se dit, c'est quand même déjà beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres, oui. Dans un petit pays. Dans un petit pays, parce que, donc, la princesse Grace disparaît, et là, le prince Albert vous prend à son service, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que quand la princesse Grace a disparu, je ne savais pas trop que faire. Vous étiez donc... Vous apparteniez à la maison souveraine. J'appartenais à la maison souveraine. C'est pour que les gens comprennent. Quand on travaille au palais, on appartient à la maison souveraine. Que l'on peut quitter si l'on veut, partir dans le privé. Mais là, je ne m'en sentais pas du tout l'envie. J'avais tellement l'habitude. C'était votre maison. C'était ma maison. C'est vrai. Mais j'y étais née. En tout cas, c'était votre... Oui, parce que vos parents travaillaient déjà, appartenaient déjà à la maison souveraine. Oui. Ils y passaient beaucoup de temps. Donc, puisque votre papa avait été devenu majordome. Donc, c'était quand même... le palais, c'était ma vie. C'était votre vie, oui. Ma vie. Donc, je ne pouvais pas imaginer être ailleurs. Donc, oui. Et vous ne saviez pas trop. Alors, la princesse Grace disparaît et vous n'avez pas... Parce que quand vous décidez de partir à Londres, là, vous avez une idée, vous savez que vous voulez faire quelque chose. Là, je ne savais pas ce qu'on allait faire de moi, si vous voulez, parce que j'étais... Comment dirais-je, j'appartenais au palais, mais je ne savais pas si on allait nous donner notre secrétariat. Alors, déjà pendant 1 an, il y avait M. Choisy aussi à l'époque, qui était chef du secrétariat particulier, mais il est décédé après. Mais là, pendant 1 an, nous avons trié les papiers de la princesse, tout ça, et puis donné aux archives tout ce qui était... Et puis, je ne sais pas à quelle occasion, je me suis un petit peu occupée de la princesse Stéphanie pendant 2 ou 3 mois, si vous voulez, parce qu'elle n'avait pas de secrétariat à l'époque. Et puis un jour, je ne sais plus comment ça s'est fait, on m'a dit, mais le prince Albert n'a pas de secrétariat, si vous voulez commencer un petit peu son secrétariat. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis je suis restée après avec lui 5 ans, tant qu'il n'était pas prince régnant. Après, j'ai pris ma retraite, je me suis remariée, mais j'ai toujours gardé un lien avec le palais parce que je ne pouvais pas quitter comme ça. Il ne faut pas le quitter comme ça, quand même. Donc, ça fait combien d'années au palais en tout ? 65 ans. Eh oui.
Et voilà. Parce que si je vous dis mon âge... Non, 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 non. Très jeune, quoi Voilà. qu'il en soit. Parce qu'on dit toujours qu'on est jeune aussi parce qu'on le souhaite. Oui. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a une réalité. C'est Ça, vrai. Ah oui. effectivement, il y a une réalité physique. Physique, les douleurs. Les douleurs, oui. Les opérations, tout ça. Les- non, en fait, voilà. Mais après, on peut. Oui. Vous parliez du colonel tout à l'heure en disant quelqu'un de très ouvert, etc. Oui. Est-ce que vous qualifieriez de très ouverte? Je ne sais pas si je suis très ouverte, mais je sais que je suis très intéressée par la vie, par les choses à découvrir. J'aime bien, si vous voulez, découvrir des choses comme ça alors, ce qui me donne des idées, des fois tout à fait farfelues d'ailleurs. Oui, enfin, vous Le avez une pauvre, liste longue Alexandre, de projets. oui, voilà, c'est ça, Alexandre, des fois, cligne un peu des yeux. C'est ça. Parfois, il dit Oui, peut-être. C'est intéressant. Parce que vous êtes réputé pour être extrêmement dynamique, pour n'avoir pas assez d'heures dans la journée. C'est vrai. Moi, Mais c'est parce que je les cherche, les choses. Je ne sais pas, je dois les chercher. Puis alors maintenant, en plus, si vous voulez, à mes petites activités encore, s'ajoutent la famille. Donc c'est. Et oui, parce que ces garçons, Oui. ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants, oui. Et ces enfants ont fait des enfants. Absolument. C'est une maladie de famille. Oui, et ça alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant ma mère, heureusement, était là pour s'occuper des enfants. Oui. Parce que c'était aussi une époque différente, hein, pardonnez-moi Louisette de vous dire ça, c'était aussi une époque différente. Oui. Comment vous avez conjugué cette disponibilité? Parce que quand on travaille pour une altesse, oui, oui. c'est initié. C'est difficile de lui dire ah ben non, écoutez, c'est l'heure du biberon, j'y vais. Donc voilà, on fait pas ça. Comment on conjugue ça quand on se retrouve maman de 2 enfants, avec le papa qui n'est plus là, avec un travail très prenant? Comment on fait? Alors j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma maman et ma tante, qui étaient 2 sœurs, qui n'arrêtaient pas de se chamailler d'ailleurs, c'était très drôle. C'est le propre des sœurs. C'est le propre des sœurs, mais qui m'aidaient tantôt l'une, tantôt l'autre, de façon à ce que je pouvais compter sur elles pour les repas souvent, et parce que des fois parce que c'est les heures fixes qui sont les plus difficiles à tenir. Ouais. Exactement. Donc et pour voilà. Après, quand par exemple je me suis remariée, que j'ai eu mon 2e fils, j'avais une nounou pour s'occuper de lui parce que c'était maman elle commençait à être âgée et ma tante aussi, donc c'était plus difficile. Et voilà, mais enfin j'ai eu la grande chance d'avoir ma famille. Et du coup, vous avez les familles italiennes, vous savez comment c'est. Bah, oui, non, mais ça, on dit toujours, parce qu'on parle aujourd'hui du modèle sociétal, et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on invente des modèles qui n'existent pas. Hein, c'est-à-dire, comment on fait quand on veut maintenir une continuité, une stabilité dans une cellule où il n'y a plus personne dans la journée, quoi. C'est quand même un peu... oui, c'est quand même un peu particulier. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a des hommes maintenant qui prennent des congés de paternité ou... Je pense, parce que c'est si vous voulez, le fait que les femmes sont entrées dans la vie professionnelle à grande échelle. Avant, il y en a toujours eu, mais quand même pas dans des postes de responsabilité ou de choses. Donc ça a quand même changé la vie familiale. Ouais. Et ça multiplie, si vous voulez, le travail pour une femme. Et ça fragilise aussi un petit peu la famille, parce que une femme doit tout assumer. Et si le mari est aussi, si vous voulez, un petit peu libre dans sa tête quand il rentre le soir fatigué de son travail, alors ça peut... Mais voilà, et malheureusement, il y a le divorce en plus qui s'est mis au milieu. Qui est devenu extrêmement... extrêmement, comment dire, répandu. Oui. Enfin, en tout cas, possible. Et oui. Et donc, alors maintenant, c'est toute une nouvelle société avec des familles recomposées, tout ça, qui sont... Aussi. Bon, certaines, c'est une réussite, certaines, c'est une catastrophe. Bah, c'est un modèle difficile. C'est un modèle difficile, hein, oui, exactement. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous dites, ou au hasard d'une rencontre peut-être, que vous dites, je vais quand même penser aux enfants, puisque l'un de vos faits d'armes, si on peut appeler ça, hein, c'est d'avoir créé à Monaco la branche monégasque de Action Innocence. Alors, je dois dire que, si vous voulez, à ce moment-là, je ne pensais pas que les réseaux sociaux et que les, comment dirais-je, toutes les nouvelles l'Internet et les nouvelles technologies prendraient autant d'importance et pénétreraient dans les foyers à la vitesse à laquelle ils ont pénétré. Donc c'était encore, si vous voulez, un petit peu
un petit peu une idée qui pouvait se faire, que m'avait d'ailleurs suggéré Madame Werthemer, mais moi-même je n'y aurais pas pensé, si vous voulez. Alors là, j'ai trouvé tout de suite un conseil d'administration très bien, très engagé, et une chargée de communication qui est encore avec nous, Caroline Samar, et qui est vraiment le pilier de cette association. Et puis un conseil d'administration de gens très Nick Danziger, Frédéric de Chambure, notre secrétaire général, le docteur Ragazzoni. Oui, des gens qui sont engagés. Oui, des gens qui sont engagés. Qui sont convaincus, en tout cas. Voilà, exactement, parce que c'est un monsieur Mélan qui nous a beaucoup aidé aussi pour le côté financier, parce que nous n'avions pas comment dirais-je, d'entrée. Nous avons une association donc qui coûte 100 € par an. Non, mais c'est pas avec ça que vous pouvez payer des campagnes de communication, des psychologues dans les écoles. Comment dirais-je, nous avons offert, par exemple, il y a 2 ans, des sacs à dos aux enfants des écoles avec le nom d'Action Innocence et tout ça. Et donc, il fallait trouver un moyen de financer. Et l'idée, j'ai eu l'idée de ces arbres de Noël. Et oui, parce que chaque année, vous réussissez, parce que comme vous n'avez rien à faire, vous réussissez la prouesse de faire par des designers ou des grands noms de la couture ou autre, des sapins de Noël personnalisés, maintenant on dit customisés, leur interprétation à chacun du sapin de Noël, et vous faites une vente aux enchères avec ça. Voilà, mais je vous dirais, je ne fais rien toute seule, et surtout avec Action Innocence, j'ai vraiment une très bonne équipe, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et parce qu'il n'y a pas 2 sapins, hein. Il y en a à chaque vente, il y en a une bonne vingtaine. Nous avons commencé avec 27, 28, et maintenant nous essayons de réduire à 20, 22 pour que la vente aux enchères ne soit pas trop longue. Et parce que sinon c'est long, c'est ça. Et oui, parce qu'après, comme le prince Albert nous a toujours, comment dirais-je, encouragé en venant à cette vente de sapin, nous ne voulions pas non plus le garder pendant des heures, parce que je dois dire moi-même que moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus que les ventes aux enchères. Non, mais du coup, vous faites moins de sapins, mais vous les vendez plus cher. On les vend plus cher, voilà, exactement. Voilà. Oui. Et puis on les vend pas, c'est une enchère. Oui, c'est une enchère. Donc, vous levez des fonds. Oui, on lève des fonds, voilà, qui nous permettent de. Ça vous fait vivre toute l'année la vente aux enchères? Absolument. C'est magnifique, ça. Oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont obligées de faire des levées de fonds régulières. Donc là, si vous en avez une. On en a une, c'est tout, et ça nous permet, si vous voulez, d'assumer tout ça. Et puis on a des dons aussi. Quelquefois, les gens ne peuvent pas venir acheter des sapins, mais ils nous envoient un don. Donc, Parce que Action Innocence, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, Action Innocence, ça vise à prévenir les dangers d'Internet et en tout cas du monde digital en général sur les enfants. Voilà. Notre motto d'ailleurs, c'est oui à Internet, non à ses dangers. Eh oui. Je crois que ça résume un petit peu tout ça. Et surtout maintenant, si vous voulez, ce qui est le danger le plus récent et récent, non, ça dure depuis un moment, enfin disons le plus actuel, c'est le harcèlement. Le harcèlement, c'est un fléau qui détruit les familles. Qui est facilité par les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est un monde, un nouveau monde, mais si vous voulez, l'anonymat des réseaux sociaux entraîne tellement et puis la spontanéité, la simultanéité, c'est-à-dire l'immédiateté. L'immédiateté de tout ça. Si vous voulez, vous apprenez aux gens à être des primaires, parce que ils réagissent tout de suite, vous réagissez tout de suite à une information. Alors, même si elle est fausse. Donc, on nous enlève un petit peu aussi comment dirais-je, le sens du jugement et le sens en tout cas, le sens de la réflexion. Le sens de la réflexion. Le temps que mettait le courrier pour arriver, ou le coup de téléphone pour se faire. Et le temps pour y répondre. Voilà. Là, vous tapez sur le truc et puis c'est bon, et vous répondez. Mais malheureusement, là-dessous se cachent aussi des réalités bien noires et bien... il y a des prédateurs, oui, bien sûr. Il y a des prédateurs. D'ailleurs, nous avions une campagne de presse à un moment, et c'était un visage d'homme, si vous voulez, avec un masque d'enfant, vous voyez. Donc, sur les réseaux sociaux, ça marche. Enfin, ça peut marcher. Maintenant, un petit peu moins, parce que maintenant, ils sont un peu plus avertis. Mais à une époque, il n'y a pas si lointaine, c'était très... Oui. Et puis, si vous voulez, je crois qu'il y a aussi... Je n'incrimine pas toutes les familles, mais disons que les familles n'ont pas encore pris la mesure de ces dangers.
Et nous avons fait des cours, et nous faisons toujours des cours pour les familles. Alors au début, nous avions 3-4 personnes. Personne ne venait. Alors maintenant, ça commence un petit peu à faire peur, donc on s'y intéresse maintenant. Voilà, on s'y intéresse. Parce qu'on est entouré, on est entouré de cas qui sont relayés par les médias. Il y a des enfants qui souffrent et qui le disent. Suicidés. Oui. Et donc, les parents commencent quand même à ouvrir un œil et une oreille. Mais comme quoi, Louisette, il faut être persévérant. Hein. Vous savez, je crois que la persévérance, c'est la vie. En gros, il faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher. Non. Parce que même quand on sait qu'on a raison, même quand on sait qu'on fait des choses utiles, ils ne sont pas toujours reconnus. Donc il faut avoir la patience d'attendre que ça le soit un jour. Ou alors de se dire, bon, je m'en fiche, mais je continue. Voilà. Parce que là, on parle de Action Innocence, mais moi, il y en a une que je trouve incroyable, c'est l'association Chiens de Cœur. Oui, et ça, c'est pas moi qui en ai eu l'idée non plus. Non, mais simplement, c'est une association que vous soutenez, soutenez très activement. Voilà, je vous ai vu arriver avec Joy, qui n'est pas un chien de cœur, mais qui a l'air de vous surveiller beaucoup. Qui vient de l'abri. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pris mes chiens à l'abri. Ah. Oui. C'était la chienne d'un SDF. Ah ben voilà. Mais qui m'a adopté, mais le premier jour. Non, mais c'est ça. Et après la mort de notre chien que j'avais prise aussi, que j'adorais, chérie. Et que j'avais prise aussi à la SPA. À la SPA, dont vous avez été nommé récemment membre du conseil d'administration. Voilà, mais ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai pris mes chiens à la SPA parce que je trouve que c'est dommage de... Vous en avez toujours eu ? J'ai eu presque toute ma vie des chiens, sauf à une certaine période où je ne pouvais pas parce que je voyageais trop, mais j'en ai toujours eu pratiquement, oui. Oui. Vous avez cette relation alors avec l'animal. L'animal, ça pour moi c'est très important. L'animal et la nature, le jardin par exemple, moi je peux pas vivre sans jardin, sans fleurs. Non, il faut que je plante. Sans fleurs. Vous les plantez ? Oui, c'est sûr. Bah voilà. Ça change les idées. J'ai la grande chance d'avoir un tout petit bout de jardin à Monaco quand même. Alors ça c'est une chance. Ça c'est une grande chance. Mais ça vous permet, c'est quoi, c'est une évasion, c'est quoi ? Écoutez, je me rappelle quand j'étais à Paris, avec la princesse Grace, ce qui me manquait, ce n'était pas Monaco souvent, c'était mon jardin en Italie. Ah ouais. Ce coin qui n'était qu'à vous. Voilà, où je pouvais. Un peu en dehors de tout. Voilà, quoi. où je pouvais, là, parce que chaque fois que je vais quelque part, je ramasse des plantes, j'arrache des et je les plante. Ça marche ou ça marche pas, mais enfin. Bah oui, mais enfin bon. Est-ce qu'il y a des choix dans tout ce parcours que vous auriez fait différemment ? Je pense pas. Je pense pas parce que je vous dis, j'essaie de ne pas regarder en arrière et d'essayer de regarder en avant toujours, de voir l'espoir au bout du tunnel. Et donc, non, je suis pas tracassée par ça. Non. Non. Et alors, quand vous fondez la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est donc le club des résidents étrangers à Monaco, est-ce que vous pensez que c'est un peu la continuité de ce que vous avez vécu pendant 20 ans aux côtés d'une femme expatriée finalement ? Parce qu'elle était expatriée. C'est vrai. Est-ce que c'est une suite logique dans votre esprit ? Est-ce que ça vous a semblé spontanément normal ? D'une certaine façon, parce que, comme je vous disais, quand j'étais avec elle à Paris, je trouvais que c'était difficile quelquefois de ne pas trouver de visage connu quand on a l'habitude d'une petite ville ou qui vous font un signe ou un sourire et donc on se trouve un petit peu comme une boule qui roule dans dans une ville sans avoir aucune accroche, aucune chose qui vous... Il vous manquait des repères, en fait. Il manquait des repères, voilà. Donc, j'imaginais, donc souvent, je me disais, mais au fond, tous les étrangers qui viennent à Monaco aussi doivent avoir la même... Parce que ce sont quand même... Il y a des étrangers à Monaco de toutes les nationalités, de toutes les cultures. Et beaucoup de talent. Hein. Et beaucoup de talent. Donc, de personnages, en tout cas. Oui, exactement. Donc... quelqu'un qui a du talent a aussi des idérata qui ne sont pas ceux de tout le monde. Donc, je me disais, j'aimerais quand même d'abord connaître ces gens, et puis. C'est la curiosité qui vous guide, hein ? C'est la curiosité, oui. Je crois que je suis curieuse de l'image, je suis curieuse de l'action, je suis curieuse
Sauf, par exemple, pour les nouvelles techniques où je ne comprends rien du tout et qui me font peur. Mais là, je sais que ma curiosité s'arrêterait très vite parce que j'y comprendrais rien. Donc, je suis un petit peu moins... Alors, c'est peut-être... et puis parce que ça me concernera moins, parce que à l'âge que j'ai, je n'en ferai pas des usages longtemps. Alors ça, on ne sait jamais, mais peut-être que c'est une curiosité qui est plus, vous disiez, j'ai la curiosité de l'humain. En fait, ce qui vous plaît aussi, c'est l'interaction. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez des gens qui réagissent et qui, oui, voilà, et qui entraînent une dynamique. Exactement, peut-être. et qui m'obligent, parce que j'ai aussi des côtés paresseux, des fois, pour... Ah bon, vous avez des côtés paresseux? Ah. Alors, par exemple, on me dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre, même pour tes enfants ou quoi? Ouais. Mais des fois, je n'arrive pas à commencer. Je me dis, bon, je trouve l'excuse que je n'ai pas le temps. Mais c'est vrai aussi. Il faudrait quelqu'un à côté de vous pour faire des entretiens. Je sais, mais il faut que je commence. Je sais pas, il y a des choses il faut que je les fasse spontanément ou pas du tout. Alors, peut-être qu'un matin, je me lèverai en disant, il faut que je le fasse aujourd'hui et je vais commencer. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est... Parce que on parlait de vos fils, de vos enfants, de vos petits-enfants. Est-ce que vous leur racontez? Est-ce que vous leur racontez ce que vous avez vécu, ce que vous avez compris? Pas toujours, vous savez que c'est drôle, il y a des choses comme ça, je sais pas, c'est tellement acquis pour moi, c'est tellement que je sais pas si ça les intéresse. Alors ils me le reprochent des fois d'ailleurs, mais ça vient pas, c'est pas... la seule chose que j'ai écrite, c'est un livre, non. Mes fils m'ont demandé mes recettes de cuisine, par exemple. Alors j'ai écrit un livre, pensées, casseroles, etc., où je mets entre les parce qu'en Italie, quand vous êtes chez vous... je cuisine toujours, j'adore, oui. Et donc, j'ai mis des pensées comme ça, sur la vie, comme ça, entre les recettes, voilà, c'est tout. Mais je vous dis, j'ai des côtés paresseux, de temps en temps. Vous avez des côtés paresseux? Oui, et puis si vous voulez, j'ai toujours pensé que ma vie n'intéressait personne, que, je sais pas, c'est pas quelque chose... Donc, je raconte pas toujours des choses, de temps en temps, quelque chose qui vient comme ça, mais... Et avec vos collaborateurs, parce que vous en avez aujourd'hui, oui, notamment ici à Crème, oui. mais dans Action Innocence, vous en parliez tout à l'heure, avec vos collaborateurs, est-ce que vous êtes sévère? Parce qu'on parlait de l'éducation de vos enfants, je ne sais pas si vous avez été sévère, ou enfin en tout cas stricte, exigeante, etc. Est-ce que vous êtes sévère avec vos collaborateurs? Bon, Quel boss est Louisette? Ça, faut leur demander, peut-être, c'est mieux. Mais je ne crois pas que je sois sévère. Je sais que je veux ce que je veux, enfin, je sais ce que je veux, mais je pense que, pour moi, si vous voulez, je ne peux pas travailler si l'ambiance n'est pas une ambiance amicale et une ambiance de communication bienveillante. Parce que la bienveillance, c'est le secret de la vie, d'une bonne vie, voilà. Chose que si des gens savaient... en était persuadé, peut-être que ça permettrait de vivre mieux. Ouais. Parce que finalement... Il faut savoir sourire même quand on dit des choses terribles, oui. Voilà, exactement. Et je pense que ça, pour moi, c'est presque une règle de vie, parce que j'estime que tout le monde a ses difficultés, tout le monde a ses mauvais moments, ses bons moments, ces choses comme ça. Mais on doit tous affronter des choses, et que les autres ne sont pas responsables de ce que vous affrontez. Ouais. Donc... pourquoi leur donner une mauvaise... Ah oui, en quelque sorte, c'est un adage que vous avez appliqué à vos propres enfants, hein, puisque quand vous avez besoin de prendre un peu de recul, en fait, vous ne leur infligez pas, puisque vous choisissez de partir et de les laisser avec votre maman. Donc eux, vous leur permettez de continuer leur vie tranquillement, sans se rendre compte que maman est pas bien, quoi. Ça, je ne l'avais pas, oui, surtout, oui. Je ne l'avais pas vu comme ça à ce moment-là, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à assumer mes charges de mère de famille et d'employé avec la tête que j'avais à ce moment-là. Vous étiez sévère avec eux? Avec mes enfants, j'ai été sévère, oui, parce que quand on est toute seule, on doit, disons, décider pour deux. Et puis, j'avais toujours peur des décisions que je prenais. Je vous dis, je parlais souvent à mon mari, disant, inspire-moi, dis-moi si j'ai raison, si j'ai tort. Voilà. Oui. Est-ce que c'est facile, ou pas d'ailleurs, hein, mais comment on se rend compte dans la vie qu'on est dans le bon, ou dans le vrai, qu'on a pris la bonne décision? Ça, on ne se rend pas compte toujours, hein, parce que moi, j'ai souvent des doutes. Enfin, j'ai souvent eu des doutes.
Et toujours encore, ce n'est que quand on voit des fois les résultats qu'on on voit ça. Mais sur le moment, ou alors, enfin, en tout cas pas pour moi, je suis incapable si vous voulez, d'être assez, d'avoir assez d'équilibre pour être sereine. Mais, voilà, quand même, quand on voit ce que Crème est devenu, puisque vous me disiez tout à l'heure hors antenne que vous avez mis 4 ans à trouver un local, oui. que vous avez dû être tenace, enfin persévérante en tout cas, Oui, pour voilà, pour arriver à vos fins. Quand on voit Crème, quand on voit les campagnes de communication d'Action Innocence aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit bon, quand même, j'ai fait des choses, quoi? Non. Moi, je me le dis pas, en tout cas. Non ? Non, parce que je trouve que c'est normal et que je l'ai fait parce que je voulais le faire. Personne ne m'a poussé. Donc, aucune de gloire à en tirer. Hein. Non. Là, on parlait de Crème et vous me disiez, j'ai cherché un local pendant 4 ans. Et qui est-ce qui vous sauve ? Parce que quand on cherche pendant 4 ans, c'est qu'on a du mal à trouver. Le prince Albert. Ah ben voilà. Au bout de 4 ans, donc je lui dis, je savais plus où parce que je crois que j'avais tapé à toutes les portes de Monaco. Et là, il m'a dit qu'il allait m'aider, et il m'a aidé avec les propriétaires de ce local, qui sont les frères, enfin un d'entre eux est décédé d'ailleurs, mais c'était les frères, sœur David et sœur Frédéric Barclay, qui gentiment nous prêtent ce local. Nous payons les charges, mais nous ne payons pas de loyer, ce qui nous permet de... Ce qui est quand même énorme, parce que nous n'aurions jamais pu fonctionner. Parce que vous récupérez le local et vous vous dites, je vais le décorer. Oui. Et comment vous faites alors ? Eh bien, écoutez, je vais le décorer. Ça m'a fait encore quelques nuits sans sommeil. C'est pour ça que je vous pose la question. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je savais que je voulais un genre club anglais, puisque je voulais un home et que je voulais quelque chose de cocooning. Mais par quoi commencer ? Alors moi, j'adore la décoration, mais quand j'adore les livres de décoration, je trouve toujours des bonnes idées et tout, mais c'est quelqu'un d'autre qui les a eu, pas moi. Donc, j'étais un petit peu désespérée et j'ai pensé à Lady Green, Tina Green, qui est une décoratrice. Émérite, oui. Et voilà. Et également qui a un beau aussi, palmarès, disons. Qui a un beau palmarès et qui aussi est très généreuse envers les associations à Monaco. Et donc, à qui j'ai confié mes doutes et mes choses. Je lui ai dit, voilà ce que je veux, ce que j'aimerais, mais je ne sais pas par où commencer. Et elle m'a dit, bon, laissez-moi le dossier, je vais voir. Et au bout de 3 mois, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, j'ai trouvé, j'ai fait la décoration. Et elle a fait non seulement la décoration, mais elle a fait faire les meubles. Donc là, nous les avons payés au prix coûtant, elle n'a pas voulu être rémunérée. Mais ces meubles, il fallait les payer. Donc nous avons trouvé des bienfaiteurs qui sont d'ailleurs sur le mur là-bas, et qui nous ont permis d'acquérir les meubles et de commencer notre aventure, qui a commencé d'ailleurs avec des amis proches. Des amis proches, tous les membres du conseil, de notre petit conseil, tapaient aux portes de leurs amis en disant « Vous ne voulez pas être membre de Crème ?» Et donc, comme c'est relativement facile, disons, puisqu'il suffit simplement d'être résident à Monaco, d'avoir quand même pas un casier judiciaire trop chargé. Faut être convenable. Voilà, faut être convenable. Et donc, ça a commencé comme ça. Et vous avez combien de nationalités ici aujourd'hui ? 45, je crois. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Bon, c'est un peu le reflet de la société monégasque en général. La société monégasque, il y en a même beaucoup plus. Il y en a plus, mais c'est cette diversité. C'est cette diversité qui est intéressante et qui fait que, si vous voulez, c'est amusant pour les gens de se rencontrer. Puis alors, nous essayons de les mettre en contact quand nous avons de Belges, de Français, d'Italiens, voilà. Et alors, je vois qu'il y a un piano à côté de nous. Oui, alors ce piano, c'est une histoire. Ce piano, vous connaissez sûrement Bruno Leonardo Gelber, qui était un ami à moi, et qui malheureusement a quitté la principauté il y a quelques années, qui est retourné en Argentine, et avant de partir, il m'a offert son piano. Qu'il avait chez lui à Monaco. Où il travaillait. C'était son piano de travail, de répétition. Donc, mais il me l'a donné donc pour le club. Alors, je lui en suis éternellement reconnaissante parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je n'ai pas de nouvelles de lui récemment, mais il était souffrant la dernière fois que j'avais parlé. Mais enfin, nous avons son piano et donc... il est toujours là, quoi. Il est toujours là. Il est toujours là avec vous. Exactement. Et aujourd'hui, si on devait résumer ce dont vous êtes le plus...
alors j'allais dire fier, moi je dirais ce qui vous donne le plus de joie dans tout votre univers dont nous venons de parler. On a même parlé de Joy. Alors voilà, qu'est-ce qui vous, je sais que tout ça, c'est un assemblage de choses. C'est pas une chose en particulier, mais qu'est-ce qui vous donne le sourire le matin? Alors, de pouvoir continuer encore à mon âge je remercie Dieu pour ça, à continuer mes activités, et surtout de pouvoir continuer à avoir mon petit bout de jardin et des d'animaux. Des poules, des machins. Enfin, c'est vrai? La campagne. Oui. Ce que vous dites à mon âge, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que on a l'impression que Louisette est toujours aussi élégante qu'il y a de nombreuses années, etc. Et c'était la question que je me posais. Je me disais, quand on passe du temps à côté d'une femme aussi belle, aussi élégante que la princesse Grace, est-ce que ça nous challenge, ça stimule? Voilà, exactement. Ouais. Ça stimule. Et enfin, on ne fait pas de comparaison. Hein, non. Mais il y avait une exigence, vous aviez une exigence. Oui, c'est ça. Parce que si vous voulez, et c'est ça malheureusement qui tue un peu le monde aujourd'hui. Quand on est près de la beauté, si vous voulez, je crois qu'on ne doit pas être envieux de la beauté, on doit l'admirer. Maintenant, par contre, on tombe dans une époque où on admire plutôt le lait. Ne serait-ce que, et je crois qu'on assimile le lait. On admire ce qui casse les codes, en tout cas. Voilà, exactement. Souvent, je crois qu'on assimile le lait avec la pauvreté. Or, il y a des pauvretés qui ne sont pas laides. Et je crois que ce désir qu'on a d'uniformisation n'apportera pas le bonheur. Parce que, si vous voulez, je crois qu'il faut au contraire essayer de le conquérir par tous les moyens. Moi, vous savez, j'ai par exemple une admiration sans nom pour des gens, par exemple des artistes qui sont devenus des gens connus et qui sont partis de petits villages où ils n'avaient rien. Et qui parfois on est surpris des parcours. On est surpris des parcours, si vous voulez, surtout dans le côté artistique. Donc quand vous avez un papa qui roule, qui a des milliards et tout, regardez combien ont des enfants. Il n'y en a pas tellement. Hein. Souvent ça reste à une seule personne. Talent, voilà. Parce que la richesse, ce qu'on a formé soi-même, eh ben on l'a formé par son tempérament. Mais là, je crois que si on admettait que la beauté, ça vous aide à vivre, je ne sais pas, même si on la voit de loin et qu'on ne peut pas l'atteindre, mais je trouve que c'est mieux pour les yeux de regarder quelque chose de beau que de regarder quelque chose de laid. Alors justement, parce que vous faites partie de ces femmes qui ont commencé à travailler à une époque où ce n'était pas légion. Il y en avait, mais pas énormément. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une belle femme, une jolie femme, est-ce que ça vous a aidé dans votre parcours? Est-ce que vous pensez que votre rapport, on parlait tout à l'heure de ces rencontres qui ont jalonné votre vie, est-ce que vous pensez que votre rapport à ces gens que vous avez rencontrés, il a été aidé par le fait que vous étiez élégante, qu'il y avait une certaine exigence dans votre présentation, etc. Je pense qu'une certaine petite part de ça est vraie. Ça, c'est vrai parce que, bon, on est quand même... C'est déjà, si vous voulez, premier abord, peut-être pour ça. Mais après, ça n'est absolument pas suffisant. Et je crois que ce qui aide plus, c'est l'empathie. Je crois que ce qui permet de faire, et surtout si vous voulez, dans n'importe quelle carrière, parce que vous avez toujours affaire à d'autres personnes. Donc, si vous créez autour de vous, vous essayez au moins de créer comment dirais-je, une atmosphère de, je dis pas de sérénité toujours, mais disons où l'on dit les choses avec un petit peu de tact, un petit peu de choses, et qu'on essaie si vous voulez, de faire attention à tout le monde, faire attention au plus de nombre possible. Regardez par exemple le prince Albert, il a une mémoire extraordinaire. Vous allez le rencontrer aujourd'hui, dans 2 ans il va vous rencontrer, il va vous demander des nouvelles de votre grand-mère ou il va s'en souvenir. Il a une mémoire d'éléphant, et non seulement une mémoire mais une gentillesse de cœur, et c'est ça. Moi je crois que les vertus qu'on est en train malheureusement de dénigrer et de perdre sont tellement importantes pour la vie. Et si, en dehors de toute religion, si vous voulez, en dehors de toute... je ne veux pas paraître sectaire, mais je pense que on nous a donné cette possibilité d'être, si vous voulez, d'avoir de l'empathie pour son prochain.
de la générosité ou de, en tout cas, c'est ou de quelque la chose qui peut nous animer. de la grande patience. La patience est une chose qui est extraordinaire, qui paye toujours. La patience et la persévérance. Et la persévérance, oui. Mais les deux vont ensemble un oui, peu. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc ça aiderait tellement à vivre. Je sais que vous allez me dire, vous dites ça parce que vous avez peut-être, vous n'avez pas besoin d'autre chose, mais oui, mais tout le monde a ces moments de difficulté, d'impatience, de choses. Mais il y a des défauts qu'il faut garder pour soi et des qualités qu'il faut donner aux autres. Il faut partager, oui. Parce que les défauts, les autres n'en ont rien à faire. Donc, si vous voyez, quand je vois par exemple des gens bougons, qui déjà délaborent, je dis, mais un peu revêche, oui. Mais pourquoi ils sont malheureux d'être comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Qui regardent un peu le soleil, qui regardent, je sais pas, moi-même, s'il y a beaucoup s'il y a des guerres, s'il y a des... Et oui, mais vous savez que en tout cas l'optimisme, moi j'appelle ça l'optimisme, oui. ou en tout cas une certaine bienveillance ou jovialité, oui. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas. Alors, on dit souvent, et vous venez de le mentionner, que les gens qui sont comme ça, c'est parce qu'ils ont besoin de rien. Et pourtant, il y a des gens qui sont dans le besoin et qui restent très ouverts, ouais, très humains. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour la suite? Une bonne santé. Une bonne santé, oui. Une bonne santé, et puis du succès dans la vie pour mes enfants et petits-enfants. Oui. Que leur vie soit belle et claire, et bon, dans un monde qui ne s'annonce pas facile. Et oui, mais il y a toujours de l'espoir. Oui, toujours. Hein? Je crois que vraiment, l'espoir devrait être la dernière chose à mourir, mais des fois on le perd un petit peu, ça c'est vrai. L'espoir, mais il y a l'espérance. C'est ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Louisette. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Pour moi aussi. Merci.